troisième talk. Reste à domicile, avec Naël Lenoble, développeuse chez Soprasteria, qui va vous parler, qui va vous proposer une approche fun et technique pour mieux comprendre un concept qui révolutionne l'IA en entreprise. Booster l'IA sans réentraînement, plonger dans la règle. Oui, merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Maëlle Lenoble. Je suis développeuse chez Soprasteria depuis 3 ans maintenant. Et on va voir ensemble un peu plus ce que c'est le RAG. Donc, je vais vous parler d'abord de la problématique qu'on a rencontrée, qui nous a poussé à réfléchir au RAG. On va décortiquer un peu comment ça fonctionne, voir les cas concrets d'usage et où est-ce que ça peut nous apporter une plus-value et une petite conclusion. Donc, dans les problématiques ciblées, on va avoir tout d'abord les difficultés à accéder à des informations récentes ou spécifiques. On va notamment pouvoir voir que ChatGPT, notamment le modèle GPT-4, ses données s'arrêtent au 4 janvier 2022. Donc, si on pose la question qui est la plus jeune personne à avoir participé au Vendée Globe, on ne va pas avoir Violette d'Orange qui va être sortie, mais François Gabard. Et donc, ce problème peut créer des informations obsolètes et erronées et donc créer de l'hallucination de notre modèle. Et on a aussi une problématique qui est que réentraîner un modèle, c'est extrêmement coûteux. ChatGPT a été estimé environ à 100 millions de dollars pour un entraînement et Gemini à environ 191 millions. Donc, ça coûte de l'argent et des ressources. Donc, l'idée, c'est de pouvoir mettre à jour, entre guillemets, nos modèles de manière plus économique et écologique. Et pour ça, on va pouvoir mettre en place ce qu'on appelle le RAG, donc le Retrieval Augmented Generation, ou génération augmentée de récupération, qui est une technique qui va combiner la recherche dans une base de données de documents pertinents, une augmentation, donc une intégration de ces documents retrouvés en contexte du modèle génératif et une réponse basée sur tous ces éléments. Donc l'objectif, ça va être améliorer la pertinence des réponses en apportant plus de contexte et mettre à jour les bases de connaissances sans avoir besoin de faire un réentraînement total. Donc ça, c'est le concept global dans une chaîne entière. La partie RAG, ça va être la partie violette qui est encadrée. Et elle va se découper en 3 étapes différentes. On va avoir l'ingestion de nos documents, le stockage de l'ingestion dans une base de données vectorielle et la recherche et la récupération des éléments les plus pertinents. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est que l'utilisateur va poser sa question, le modèle va faire appel au RAG, donc pour ça, il va envoyer la question dans le modèle RAG. Le RAG va faire donc la recherche et une fois qu'on aura récupéré les éléments importants, il va renvoyer la question plus les documents importants au LLM et il va pouvoir concaténer tout ça et retrouver une réponse pertinente. On va disséquer du coup notre fonctionnement du RAG élément par élément et on va commencer par la création d'une base de connaissances. Donc, comme on crée notre base de connaissances, le but, c'est d'avoir une représentation vectorielle de nos textes, donc de nos documents, par exemple, projets, ou des nouveaux articles qui sont sortis sur le net dernièrement. Donc, pour ça, on va créer ce qu'on appelle des chunks. Donc, ça va être des morceaux de documents. Et ces morceaux de documents, on va en créer des tokens. Donc, imaginons, on a un article qui dit que Violette d'Orange est la plus jeune personne à avoir participé au Vendée Globe. Elle l'a bouclé le tour du monde en solitaire en 90 jours. Cet article, qui est très long, va pouvoir être découpé en 2 chunks. Et sur le premier chunk, on va pouvoir avoir un exemple de tokenisation avec OpenAI Tokenizer, qui va ressembler à ça.
Donc, heureusement, c'est fait pour nous. Comme ça, on n'a pas besoin de vraiment comprendre tous les éléments. Mais en soi, ce qui est important, c'est de voir que on va avoir des éléments de début, des éléments de fin. Et la façon dont est découpée, la phrase est plus ou moins en mots. Mais on a des fois, on va se concentrer sur certains éléments plus importants que d'autres. Une fois qu'on a nos tokens, on va pouvoir les transformer en quelque chose que notre modèle comprend, c'est-à-dire des mathématiques, donc des vecteurs. Le but, donc là, ça va être de convertir nos tokens en vecteurs multidimensionnels. Et pour ça, on fait ce qu'on appelle de l'embedding et on va avoir différentes approches. Donc l'approche la plus compréhensible, on va dire, ça va être l'approche basique. Imaginons, on a un langage qui possède 100 mots. Notre phrase, elle va avoir tous les mots vont être représentés par un vecteur de 100 positions. Et il va y avoir des 1 à l'endroit de notre mot. Et ensuite, notre phrase, on va additionner tous ces vecteurs. Et on va avoir comme ça transformé une phrase comme Violette d'Orange est la plus jeune personne en un vecteur. Comme c'est une version un peu simple et que on a beaucoup plus de mots que ça, beaucoup plus d'expressions et beaucoup plus de sens à capter, on fait ça avec des modèles avec beaucoup plus de dimensions et c'est beaucoup plus délicat. Et donc, on va avoir des approches plus avancées et modernes avec la représentation soit des mots, soit des phrases qui permettent de capter des contextes entiers. Donc, si on prend notre exemple, on aurait notre chunk qui est Violette d'Orange, la plus jeune personne à avoir participé au Vendée Globe, qui serait transformé en un vecteur d'environ 300 dimensions qui aurait à peu près cette tête. Donc, c'est totalement un exemple inventé, hein, qu'on soit d'accord, mais c'est pour vous dire que le modèle à qui vous parlez, lui, il comprend ça, et c'est ça qu'il attend. Une fois qu'on a ça, on le stocke dans notre base vectorielle. Et, et là, on va se poser la question de, maintenant qu'on a des chiffres, comment on les récupère? Et bien pour ça, on va aussi représenter la question de l'utilisateur sous forme d'un vecteur. Et donc, par exemple, si on demande qui est la plus jeune personne à avoir remporté le Vendée Globe, on va le transformer en vecteur et on va chercher quelles informations sont les plus proches de ce vecteur. Et pour ça, on va calculer des distances. Et donc, je fais rappel à vos souvenirs de mathématiques. On ne va pas le faire ici, mais en soi, on a mis en place donc, la partie retriever qui va être des algorithmes de recherche et qui va pouvoir calculer à quel point deux vecteurs sont similaires en calculant soit des distances euclidiennes, soit des distances, soit des angles entre des vecteurs. Ce qui nous permet de savoir si, oui ou non, la phrase que l'utilisateur pose est proche de telle ou telle portion de mon document. Et ensuite, ces distances, elles sont utilisées dans des algorithmes de recherche un peu plus simples que juste je parcours toute ma base vectorielle, parce qu'on peut avoir beaucoup, beaucoup d'informations. Et donc, ces algorithmes, ça peut être, par exemple, le plus proche voisin. Et donc, notre réponse augmentée, si on revient, on va avoir notre document source, qui est un super grand article de phrases, qui va être tokenisé, transformé en vecteur. Notre question qui est la plus jeune personne à avoir participé, qui elle aussi va être transformée en vecteur. Et ensuite, on va pouvoir, donc avec le retriever, calculer nos similarités et on va voir que le premier chunk est plus proche que le deuxième et donc il est plus pertinent. Et on va du coup pouvoir envoyer tout ça à notre LLM en contexte et lui dire cette partie-là du document est intéressante. Le modèle va donc avoir dans son contexte, en plus de ce qu'il avait d'habitude, le fait que Violette d'Orange est la plus jeune personne et va pouvoir nous ressortir une réponse pertinente. Donc, je vais vous faire une petite démonstration qui va être moins impressionnante que ce que je voudrais. Je vais utiliser ce que on a pu développer au sein de Sopra Steria. Pardon, je ne partage pas la même chose.
Donc, comme on a quand même pas mal détaillé tous les éléments, on ne va pas le refaire là dedans. Mais je vais juste vous montrer que ça peut avoir son intérêt. Par exemple, quand on va utiliser le modèle Lama, si on lui repose toujours la même question, sa réponse va être que la personne la plus jeune est Alan Gourière. Ensuite, j'ai pu créer un corpus documentaire qui s'appelle Demo on the Tech et qui contient un seul article qui est la page Wikipédia de Violette, tout simplement. Et donc, en faisant ça, juste en ajoutant ce corpus documentaire, il va pouvoir me répondre convenablement. On va ensuite pouvoir voir les différents cas d'usage de l'utilisation du RAG. Quand est-ce qu'on va l'utiliser? On va l'utiliser quand on va avoir besoin d'une précision accrue, c'est-à-dire pouvoir augmenter le contexte à notre modèle et éviter du coup les hallucinations, notamment si on parle d'un sujet en spécifique qui est propre à notre environnement de travail, un projet qui pourrait s'appeler Hercule par exemple. Le fait de lui avoir fait ingérer des documents contenant ce projet va lui faire comprendre qu'on parle de ça et non d'un dieu grec. On va aussi pouvoir mettre à jour ses connaissances, comme des nouvelles lois. Par exemple, un gouvernement qui aurait tendance à changer très souvent, il sera capable de suivre plus facilement. Et aussi tout ce qui va être connaissances spécifiques, savoir que Maïlena travaille à Soprasteria, ce ne sera pas forcément connu de Google. Par contre, si on lui fait ingérer toutes nos notes RH, il pourra retrouver les informations. Cependant, le réentraînement ou le fine-tuning, il va rester très important pour tout ce qui va être modification intrinsèque du comportement de notre modèle. Par exemple, si on a besoin qu'il nous parle dans une nouvelle langue, le RAG ne va pas pouvoir répondre à cette problématique. On a aussi toute la partie qui va être correction des biais ou des erreurs. Les modèles sont plus ou moins biaisés en fonction des statistiques de données qu'ils ont pu ingérer. Toutes ces corrections-là, elles ne vont pas être mises à jour uniquement par l'utilisation du RAG. Et on va avoir aussi sur des tâches plus complexes comme la performance ou les tâches spécifiques. Par contre, il se veut que j'ai un peu menti. Si vous allez là maintenant sur ChatGPT et que vous cherchez qui est la plus jeune personne à avoir participé au Vendée Globe, ChatGPT saura vous répondre. Et pourtant, il n'a pas forcément fait de RAG. ChatGPT, il a fait une recherche Google, comme vous, et il a utilisé ce qu'on appelle un agent. Un agent, ça sert à quoi? Ça sert à prendre des décisions et à exécuter des actions. Et à interagir du coup avec des environnements externes. C'est aussi ce qui lui permet de vous donner la météo ou alors de rédiger directement dans un docx quelque chose que vous lui demandez. Et tout ça, c'est pas forcément lié au RAG. Et les cas d'usage du coup vont être assez différents entre le besoin de spécifier un contexte et une base de connaissances et le besoin d'exécuter quelque chose. On a aussi quelques limites sur le RAG. Le RAG va être basé sur la qualité de votre embedding. Si vos documents sont mal découpés et donc mal compris par le modèle, forcément les réponses ne seront pas pertinentes. On va avoir aussi des problèmes de latence si vous faites des recherches dans une base vectorielle de plusieurs millions ou milliards de vecteurs et que votre algorithme est brute force, on va pas s'en sortir. Et il reste toujours qu'il faut la maintenir en place, cette base vectorielle. Si vous remplissez des années de documents et que vous ne la mettez pas à jour, on aura toujours le même problème qu'avec un entraînement. Et ensuite, ça reste de l'intelligence artificielle. Qui dit intelligence artificielle dit consommation de ressources, que ce soit en espace ou de stockage ou en calcul. On va donc faire une toute petite conclusion de ce qu'on a vu ensemble.
Ce qui est important à retenir, ça va être les grandes étapes de RAG. Vous savez maintenant créer une base vectorielle, retrouver vos informations, et vous savez que tout cela permet d'être ingéré de nouveau à votre modèle pour avoir des réponses pertinentes. On sait maintenant que le RAG, c'est une solution efficace pour mettre à jour sa base de connaissances et améliorer les précisions sur des domaines spécifiques. Mais ça reste une combinaison optimale. Une combinaison optimale, ça va rester le fait d'avoir un modèle bien entraîné qui va continuer à être entraîné pour tout ce qui va être justement limitation des biais et optimisation de performance. Le RAG pour l'actualisation dynamique est moins coûteuse en temps, en énergie et en argent. Et un agent pour pouvoir faire tout le reste, l'automatisation de vos workflows, vous permettre de répondre à des mails, vous permettre de rédiger des textes directement dans des PowerPoint ou des DocX et faire des recherches sur Internet. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et du coup, si vous avez des questions. Est-ce que quelqu'un a des questions? Merci beaucoup pour la présentation. Ma question, c'était, est-ce que vous avez vraiment mis en production le RAG? Parce que, à ma connaissance, ça peut être assez rapide de faire un RAG, on va dire, naïf. Et en réalité, ça marche pas trop. Il y a pas mal d'optimisation à faire et c'est souvent, en fait, à ce niveau-là que ça bloque. Est-ce que vous êtes allé au bout, vous l'utilisez? Est-ce que... Du coup, oui. Ce que j'ai utilisé pour faire la toute petite démonstration de quelques secondes, c'est ce qu'on a développé, la solution au sein de Surpastaria qui s'appelle Yaka. Et c'est une solution qui permet de mettre en place le RAG. Pour le moment, c'est juste que l'ingestion des documents, elle ne se fait pas sur tous les types de documents possibles. On va traiter les docx, les PDF, et tout ce qui va être le reste va être un peu compliqué. On a mis en place des connecteurs SharePoint qui permettent d'ingérer du coup des documents au sein d'un SharePoint. Mais je te confirme qu'il y a beaucoup d'optimisation à faire encore, ne serait-ce qu'en temps d'engestion. Des documents de 300 pages, ça arrive quand même souvent sur des docs. Et ça peut mettre plusieurs heures à être ingéré. Et en termes de retrieval, c'est pareil, c'est pas toujours hyper optimisé, ça reste de l'intelligence artificielle, donc vérifier ce qu'on récupère et vérifier que les informations ne sont pas détournées. Et donc là, c'est l'utilisateur choisit ce qu'il met dans son RAG. Il n'interroge pas encore plus de connaissances comment, en fait. C'est lui qui... Exactement, oui. Parce qu'on est sur des sujets qui ont des problématiques de confidentialité. Et pour ces raisons, en gros, tous les RAG vont être vraiment liés à des personnes spécifiques. Demain, je ne pourrais pas avoir la documentation d'un projet où je n'ai pas le droit d'en connaître. Merci beaucoup. De rien.